La collaboration est en quelque sorte le pendant négatif de la résistance. Autant les résistants pouvaient être considérés et sont considérés aujourd'hui comme des héros, autant ceux qui ont collaboré sont considérés comme des traîtres et dans un sens comme la honte de la France. La collaboration commence dès juin 1940, c'est-à-dire dès la capitulation, dès la signature par les autorités françaises du maréchal Pétain de l'acte de capitulation avec la mise en place d'une zone libre en France et d'une zone occupée. Le maréchal Pétain est l'instigateur de cette politique de collaboration. Il la signale d'ailleurs par sa volonté expresse de rencontrer Hitler, ce qui est fait en octobre 1940 à Montoire, et ce que cette photographie représente. La poignée de main, maintenant célèbre entre Pétain et Hitler, est le symbole de cette politique de collaboration qui va commencer. Pourquoi Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, a-t-il décidé de collaborer ? Il semblerait qu'au départ, il s'agit pour lui d'essayer de négocier, d'obtenir des choses d'Hitler et d'adoucir en quelque sorte la situation des Français. Dans la réalité, si cela était son objectif premier, eh bien ça va le dépasser et il va de plus en plus s'engouffrer dans une politique active de collaboration qui peut être considérée aujourd'hui comme une honte de l'histoire de France. La politique de collaboration va partir dans 4 directions. La collaboration économique, donc avec la mobilisation des moyens économiques de la France au service de l'Allemagne, la collaboration militaire, la collaboration politique et surtout la collaboration idéologique. Nous allons expliquer dans cette vidéo les tenants et les aboutissants de ces 4 types de collaboration. La collaboration économique va commencer par le pillage, on peut parler de pillage, des ressources économiques françaises par l'Allemagne. Ainsi, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais sont-ils obligés d'extraire du charbon pour l'Allemagne? Les travailleurs des usines Renault sont-ils obligés de travailler au service de l'armée allemande en produisant des chars, en produisant des camions de transport de troupes et de munitions? Il en va de même pour toutes les industries françaises. Néanmoins, la collaboration économique va aller plus loin, puisque Hitler va exiger de la France de nombreuses choses. À partir de 1941, Hitler exige de Pétain qu'il donne en quelque sorte des hommes à l'Allemagne. Ces hommes devront aller travailler dans des usines allemandes. Pétain et son Premier ministre Laval cherchent un dispositif afin d'essayer tout d'abord d'encourager les Français à faire cet acte. Cette politique va s'appeler la relève. Et cette affiche de propagande de Vichy en est un peu un symbole. Je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France, fais comme moi. Ainsi, il s'agit d'une politique d'incitation, d'encouragement. Pétain et Laval, en 1941, n'ont pas l'idée d'obliger pour le moment les Français. Ils essayent de les inciter en jouant sur plusieurs choses. Leur patriotisme, ils vont servir la France en allant travailler en Allemagne. Leur situation familiale et leur confort de vie, sous-entendant que travailler en Allemagne pourrait permettre d'améliorer la situation de la famille en termes d'alimentation, d'argent, etc. Et surtout, pour la relève. Le dispositif de la relève consistait à encourager les Français à aller travailler en Allemagne en leur disant que leur sacrifice, d'une certaine façon, permettrait de libérer des prisonniers de guerre français qui sont emprisonnés en Allemagne depuis juin 1940. En effet, on rappelle que 2 millions de Français sont faits prisonniers en Allemagne, en mai et juin 1940 et sont envoyés dans des camps de prisonniers, les stalags, en Allemagne. Ici, Pétain et Laval envisagent qu'un Français qui irait travailler en Allemagne entraînerait le retour d'un prisonnier de guerre en France. Néanmoins, Hitler veut garder le contrôle et il impose à Pétain qu'il s'agisse de 3 ouvriers français qui vont travailler en Allemagne pour permettre le retour d'un prisonnier de guerre français dans son pays. Alors cette relève ne va pas avoir un grand succès, seulement quelques milliers de Français vont s'engager volontairement et vont aller travailler en Allemagne, si bien que Hitler, particulièrement mécontent, va mettre la pression ensuite sur Pétain afin d'exiger et d'obtenir ces hommes. Ainsi, en 1942-1943, va se mettre en place le service du travail obligatoire. Pétain et Laval n'ont plus le choix, il faut obéir à Hitler et cela va passer par l'obligation. Le service du travail obligatoire consiste à envoyer de manière obligatoire des Français d'une certaine classe d'âge dans le travail en Allemagne.
Ce service de travail obligatoire va être particulièrement impopulaire au sein de la population française. D'ailleurs, la mise en place de ce STO entraînera l'entrée dans la résistance de nombreux jeunes hommes qui auraient dû partir en Allemagne. Néanmoins, cette obligation a eu pour conséquence l'envoi de milliers de Français de l'autre côté donc du Rhin, obligés de travailler pour les nazis. Mais la collaboration est aussi militaire. Cette affiche présente la LVF, la Légion des volontaires français, qui est une légion, c'est-à-dire un régiment de Français qui vont s'engager volontairement dans l'armée allemande. Certains sont animés par leur haine du communisme, comme c'est indiqué sur cette affiche, contre le bolchevisme. Il s'agit d'aller combattre en URSS les communistes et Staline. Mais certains également sont attirés dans la Légion des volontaires français parce qu'ils croient dans le nazisme et qu'ils veulent servir les nouveaux maîtres, les nazis, qui pour eux domineront l'Europe pendant très longtemps. Cet engagement est un engagement totalement sur la base du volontariat. Ils seront pourtant des milliers de Français à aller combattre avec l'uniforme allemand, notamment en URSS. Cette photographie illustre l'engagement donc de ces jeunes Français au sein de la Wehrmacht de l'armée allemande. Ils portaient ainsi l'uniforme allemand, ont combattu avec les Allemands, avec uniquement le petit blason bleu-blanc-rouge sur leur bras droit. Mais nous eûmes également des milliers de Français qui s'engagèrent dans la SS et également dans la Waffen-SS, c'est-à-dire les unités combattantes de la SS, l'élite en quelque sorte du régime nazi. Ils montraient ainsi qu'ils, en quelque sorte, étaient d'accord avec le nazisme et souhaitaient soutenir celui-ci à l'échelle européenne. Une des plus grandes hontes de cette collaboration fut que Pétain et Laval s'engouffrèrent dans une collaboration idéologique, c'est-à-dire qu'ils partagèrent les idées nazies, et notamment dans la lutte et dans la traque des populations jugées inférieures par les nazis. Ainsi, en 1942, l'État français de Vichy va-t-il largement appliquer sur le territoire le port de l'étoile jaune pour les populations juives, mais également la mise à l'écart des populations juives, avec l'interdiction de se rendre dans les piscines, les salles de sport, les cinémas, d'être servi dans les cafés et dans les restaurants. Pétain appliqua en réalité les lois de Nuremberg à l'État français à partir de 1942. Pire, la police française traqua les juifs et les policiers furent des collaborateurs particulièrement zélés, c'est-à-dire ils y mirent vraiment leur énergie pour traquer les populations juives entre 1942 et 1944. De manière totalement cynique, cette petite étoile jaune était à acheter pour les Juifs. Ils devaient en acheter 3, devaient la poser sur leur poitrine, bien en vue, absolument pas la cacher par une veste par exemple. Et elle était particulièrement symbolique puisque elle reprenait l'étoile de David, symbole de la religion juive, avec l'indication juif écrit dans des caractères particulièrement peu droit et particulièrement peu géométrique, ce qui laissait entendre une forme de malhonnêteté, de manigance de la part des Juifs, et surtout la couleur jaune, couleur de la trahison dans la symbolique des couleurs. L'État français et la police française organisèrent eux-mêmes des rafles. Ici, nous allons voir une succession de diapos qui présentent la rafle du Veldiv, la plus grande rafle qui a été faite par la police française les 16 et 17 juillet 1942. Plus de 13 000 juifs parisiens furent arrêtés, furent transportés par bus dans une grande salle qui était le Vélodrome d'hiver et qui était une salle de sport se trouvant à Paris. Le Vélodrome d'hiver était en effet un énorme stade dévoué entièrement et dédié entièrement au cyclisme sur piste. Le vélo est à l'époque une discipline particulièrement populaire, avec énormément de pratiques, et également, elle attire les spectateurs. Et nous avions des compétitions organisées de cyclisme sur piste, mais c'était également l'occasion pour les cyclistes parisiens de s'entraîner l'hiver sur les pentes et sur les pistes de ce vélodrome. La police française a choisi ce vélodrome d'hiver parce qu'il pouvait accueillir des milliers de personnes. C'était un stade. Et les Juifs raflés les 16 et 17 juillet 1942, ils passèrent plusieurs jours dans des conditions sanitaires et des conditions d'hygiène particulièrement terribles. Cette photographie du vélodrome qui commence à se remplir des populations juives illustre la difficulté qu'ont eu ces très nombreuses femmes, enfants, personnes âgées à vivre pendant des jours dans cet endroit-là. Les toilettes ne fonctionnaient pas,
les populations et les milliers de personnes étaient obligées de faire leurs besoins sur place. Il n'y avait pas d'alimentation, pas d'eau courante. Il faisait à cette époque, les 16 et 17 juillet 1942, très chaud. Et c'était un début de calvaire qui commença pour les populations. De nombreuses personnes tentèrent de se suicider en se jetant des tribunes. Des femmes se firent avorter en se précipitant contre des murs. De nombreuses personnes moururent dans les travées et dans les gradins donc du Vélodrome d'hiver. Ce site est ainsi devenu un site particulièrement tragique de l'histoire de France. Sur cette carte, vous pouvez remarquer les nombreux camps de transit qui existaient en France. Alors on parle de camps de transit puisqu'il s'agissait d'endroits où étaient en quelque sorte stockées les populations arrêtées, qu'il s'agisse de juifs, de tziganes, de résistants, avant d'être déportés vers l'Allemagne ou vers la Pologne. Pour ce qui s'agit des rafles parisiennes les plus importantes, eh bien, les déportés étaient envoyés soit à Drancy, un camp en banlieue parisienne, soit à Pithiviers ou Bonne-la-Rolande, au sud, en allant vers Orléans. Mais vous pouvez voir sur la carte qu'il existait de nombreux camps qui parfois, eh bien, ces camps étaient installés dans des casernes, étaient installés dans des lieux militaires, étaient installés dans des sites qui étaient même totalement créés. Il y en a notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, Arras, Cambrai, mais également sur la côte, et répartis sur l'ensemble du territoire français. Les déportés étaient stockés donc dans ces camps avant qu'un train les emmène ensuite vers la déportation, vers l'Est, Allemagne ou Pologne. Pour nos déportés, nos raflés de la rafle du Veldiv, pour eux, ce fut essentiellement la déportation vers Auschwitz et très peu d'entre eux revinrent en 1945. Alors, comme le montre ce graphique, la déportation en France fut massive. Environ 75 000 personnes furent déportées. En ce qui concerne en tout cas les populations juives, puisqu'ici il s'agit d'un graphique des populations juives, c'est sans compter ensuite les convois de résistants, les convois de tziganes, les convois multiples qui partirent de France entre 1942 et 1944. Cette déportation était particulièrement terrible puisqu'elle était pratiquée bien souvent par les Français, c'est-à-dire que c'est la police française qui a pratiqué ces arrestations, ce qui est vraiment une indignité, une honte de notre pays. Alors vous voyez sur ce document portant sur les populations juives, 73 853 déportés, 43 000 furent gazés à l'arrivée, donc principalement à Auschwitz, et il ne restait que 2584 survivants de retour en 1945. Aujourd'hui, le nombre de survivants de ces déportations en France se compte en quelques dizaines à peine, et les derniers, malheureusement, disparaissent ces dernières années. Alors ce dessin de presse qui est contemporain, qui est d'aujourd'hui, représente justement cette indignité française, cette honte française quand l'État français, la police française, sans qu'il n'y ait intervention de nazis, traquait les étoiles, arrêtait les populations juives et notamment les enfants. Il est à noter que les Allemands n'avaient pas exigé que les enfants juifs soient déportés. C'est Pierre Laval, le Premier ministre de Pétain, qui, ne sachant que faire de ses enfants, proposa qu'ils soient déportés avec leurs parents, ce qui fut accepté par les Allemands, et donc on aurait pu éviter la déportation de milliers d'enfants, dont la plupart furent gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Donc c'est l'État français qui en est responsable, et cette honte ne fut reconnue par l'État, ne fut avouée et assumée par l'État qu'il y a peu de temps. C'est Jacques Chirac, en 1995, élu président, qui a enfin reconnu, 50 ans après, que la France était responsable et avait largement participé à la déportation des Juifs de France. Cette collaboration idéologique fut également le cas de la milice. La milice, un nouveau corps, on va dire, de police, de personnes fidèles à Pétain, fidèles au nouveau système, croyant dans le nazisme et qui traquèrent les résistants, traquèrent les Juifs également pendant les 4 années de domination de l'Allemagne sur la France. Mais la collaboration est aussi politique, c'est-à-dire que Pétain va totalement s'engouffrer dans le système nazi et va tenter de mettre en place, dans la France libre, un régime totalitaire, imitant ainsi le nazisme. Sur cette affiche de propagande, on peut observer la figure de Pétain, qui devient en quelque sorte le chef suprême, celui dont il faut faire un culte de la personnalité, entouré des 2 drapeaux bleu, blanc, rouge, et la nouvelle devise de la France, travail, famille,
patrie. Pour Pétain, c'est la République qui est responsable de la défaite de 1940 et il faut donc remettre en place un système qui serait une dictature et qui mettrait en valeur des notions, qui mettrait en avant en quelque sorte des valeurs importantes dont la France aurait manqué. Le travail, les Français n'auraient pas assez travaillé, et là il cible particulièrement le Front populaire qui en 1936 avec Léon Blum a baissé le temps de travail par semaine et également a accordé des congés payés aux ouvriers. Il met en avant, deuxièmement, la famille, mais dans sa dimension de tradition et de respect de l'autorité du père, puisque pour lui, les Français ont manqué d'autorité, ont manqué d'obéissance, de discipline, n'ont pas suffisamment respecté leurs valeurs de base. Et enfin, la patrie, puisque pour lui, les Français n'ont pas suffisamment montré leur amour pour la patrie, ne l'ont pas défendu de manière suffisamment importante. Donc travail, famille, patrie est ainsi la nouvelle devise. Ça ne pouvait plus être liberté, égalité, fraternité, puisque le système de Pétain ne reconnaît pas l'égalité entre les habitants, et pour lui, la République est à abattre. Alors, sur cette affiche de propagande, dans la partie inférieure, on découvre également une espèce de hache à deux têtes. Il s'agit de la francisque. La francisque va devenir le nouveau symbole de la France de Vichy. Ça ne peut plus être Marianne, c'est ici la francisque avec les 7 étoiles. 7 étoiles du grade de maréchal, qui représente donc Pétain. Et l'on voit ensuite, autour de cette francisque, eh bien, la France traditionnelle, la France de l'agriculture, la France des usines, la France des familles, avec le coq également, qui travaille et qui obéit à ce nouveau chef qu'il faut aimer et dont on organise un culte de la personnalité. Pétain jouera énormément grâce à la propagande, autre signe que nous sommes à ce moment-là dans une dictature et un régime totalitaire, sur la comparaison de son nouveau système avec la France d'avant. Sa politique va s'appeler la Révolution nationale, comme le montre cette affiche. Politique de changement, de transformation de la France. Il s'agit de transformer la France en une maison, comme on la voit à droite, habitable, bien entretenue, qui est basée sur de bonnes fondations. On repère cette France de droite qui est habitée, une maison où il fait bon vivre, avec une cheminée qui permet d'assurer le confort dans la maison. On remarque qu'il s'agit de la France de Vichy grâce aux 7 étoiles qui sont tout en haut à droite. Et les bases de cette France de Vichy reprennent la devise nouvelle, travail, famille, patrie. Et les valeurs importantes, la discipline, l'ordre, l'épargne, le courage. Elle fait finalement la différence avec la France d'avant 1940. Et là, il vise très clairement la France du Front populaire de Léon Blum, la France du juif Blum, entre guillemets, comme on disait à l'époque. Et l'on peut observer effectivement, en haut à gauche de cette affiche, l'étoile de David. Mais également un gouvernement dans lequel il y avait des communistes, d'où le nuage rouge dans lequel cette France, et le drapeau rouge dans lequel cette France s'inscrit. Un drapeau rouge déchiré, une France qui vacille sur des fondations mal assurées, une indication France et compagnie, une France de l'arnaque, une France de la magouille, et une maison qui est inhabitée, une maison qui est mal entretenue, une maison avec des mauvaises herbes, un arbre mort, une maison qui tombe en ruine, avec indiqué dans les fondations la paresse. Il cible ainsi des Français qui seraient devenus paresseux avec les congés payés et la baisse du temps de travail. Une politique de démagogie, c'est-à-dire que le gouvernement aurait donné au peuple des avantages alors que cela n'était pas bon pour la France. Et une France de l'internationalisme, c'est-à-dire une France immigrée. D'ailleurs, tous les rochers qui soutiennent cette France qui tombe en ruine, eh bien, présentent les caractéristiques négatives de cette France. Une France de l'égoïsme, une France de la juiverie, une France du communisme, une France de la démocratie, une France des pots de vin, c'est-à-dire de la corruption. Il est même indiqué le mot pastis, une France d'alcoolisme en quelque sorte. On serait ainsi sur une France négative et qui serait en reconstruction et qui, grâce au maréchal Pétain, redeviendrait une France fière, une France qui tiendrait sur de bonnes bases. Évidemment, il s'agit de propagande, il s'agit de mettre en valeur le travail de Pétain et inciter les Français à le soutenir. Cette autre affiche de propagande nous présente justement, eh bien, en quelque sorte, la paranoïa de Pétain et l'envie de se débarrasser de ses ennemis. Nous pouvons observer une France dessinée, un soleil qui se lève, marque de la Renaissance, et 2 Français, l'air décidé, qui plantent un arbre. Il s'agit en quelque sorte de l'acte fondateur d'une nouvelle France. Mais ils se font harceler par 4 dangers. Le mensonge, représenté par le serpent, 2 chiens agressifs qui sont De Gaulle et le juif,
lutter contre la résistance, lutter contre les juifs, et également la franc-maçonnerie. Il s'agit d'une société secrète, existant toujours aujourd'hui, hein, qui rassemble des personnes influentes, des personnes chefs d'entreprise, des hommes politiques, afin de faire évoluer la démocratie et la République. Pétain était persuadé que cette société secrète était également, tout comme les Juifs, responsable des problèmes de la France. En tout cas, ils disent « laissez-nous tranquilles », 1941, « laissez-nous rebâtir la France ». Pour Pétain, il s'agit de dire que la France, la bonne France, est la sienne, et la France qui collabore avec les nazis. En plus de changer la devise, qui devint travail, famille, patrie, le maréchal Pétain également changea l'hymne français. La Marseillaise ne pouvait convenir, hymne de révolte, de rébellion, qui incite à chasser l'ennemi qui occupe le pays et à le tuer. Un nouvel hymne fut écrit, il s'agit de Maréchal nous voilà, un hymne tout entier à la gloire du maréchal, hein, qui est présenté comme étant le sauveur de la France, comme étant le seul capable de s'occuper de la population française, et qui fut donc l'hymne de la France de Vichy pendant plusieurs années. Mais la collaboration fut aussi une collaboration des opportunistes, c'est-à-dire de personnes qui n'étaient pas nécessairement totalement convaincues par le nazisme, mais pour lesquelles la collaboration leur permettait d'obtenir des avantages, faire partie de la haute société, d'être bien vus par les Allemands, etc. Certains étaient, bien sûr, avaient des tendances antisémites, des tendances racistes, xénophobes, mais d'autres collaborèrent avec les Allemands aussi parce que cela leur permettait d'améliorer leur vie et de leur permettre en quelque sorte de réussir dans la nouvelle société qui était la société des Allemands. Beaucoup de personnes dénoncèrent, servirent d'indicateurs aux Allemands ou à la police française, balancèrent des résistants, leurs voisins, etc. Dans ce but-là. Il s'agissait de milliers de personnes, hein, ce n'étaient pas des actes isolés, et la population finalement, en grande partie, joua parfois le jeu de cette collaboration d'opportunisme, d'intérêt. Certaines célébrités d'ailleurs eurent un rôle très obscur lors de cette occupation allemande. Sur les 2 photographies que vous avez, on peut voir notamment Coco Chanel, qui elle ne cachait pas son antisémitisme, détestait les juifs et qui était quasiment une nazie convaincue. En bas à droite, on a également une photographie d'Edith Piaf, dont le rôle fut plus ambigu. On va dire que ses relations avec l'occupant allemand étaient plutôt bonnes et cordiales, mais ce fut le cas d'énormément d'écrivains, de chanteurs, d'acteurs, qui finalement continuèrent leur vie avec les nouveaux chefs allemands et vécurent avec eux et travaillèrent avec eux de manière tout à fait cordiale, sans jamais les considérer comme des ennemis. Alors on peut, enfin en conclusion peut-être terminer également sur la collaboration liée aux circonstances. Certaines personnes durant la guerre ont collaboré avec les Allemands, il est vrai, mais il s'agissait parfois de dilemmes et de problèmes pour eux, hein. Certains l'ont fait également par obligation, hein. Le cas par exemple de femmes dont les enfants étaient malades et les médicaments étant possédés par les Allemands, si on veut obtenir ces médicaments, il faut rendre service aux Allemands. On peut s'interroger parfois sur la nécessité éventuellement qui a pu entraîner des actes de collaboration. Voilà, donc la collaboration reste en tout cas une honte française et fut pratiquée par malheureusement beaucoup de Français au cours de cette Deuxième Guerre mondiale.